Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler un peu plus de notre expérimentation. Ce n'est pas vraiment le but aujourd'hui de vous donner clé en main et que ça fonctionne, mais vraiment vous parler de notre projet. Mais surtout, nous espérons, au regard de notre présentation, avoir certains commentaires et des questionnements qui vont peut-être nous aider à améliorer justement notre produit. Alors, vous devez savoir que le contexte de l'éducation physique et à la santé, on va le réduire avec l'acronyme EPS, ça va être moins compliqué, mais c'est une discipline qui est particulière et singulière. Nous ne pouvons évaluer euh, au même titre qu'une autre discipline avec un examen théorique par vrai ou faux. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en éducation physique, ça consiste un savoir agir complexe. Et quand je dis maîtriser des savoirs agir complexes, ça veut dire autant des connaissances, des savoirs, des connaissances, autant des savoirs procéduraux, des savoir-être comme des attitudes, mais je rajouterais un volet propre à l'éducation physique et à la santé qui est le savoir perceptif, donc les ressentis, les émotions. Et naturellement, l'étudiant va avoir recours à plein de ressources euh, internes et des ressources externes, comme un portfolio, son enseignant, par exemple, et tous les tutoriels et les vidéos, et aussi à l'intérieur de familles euh, authentiques et des tâches complexes. Donc, donner un cours d'éducation physique en virtuel, ça nécessite obligatoirement d'avoir recours à des modalités d'évaluation un peu plus complexes que si nous étions en présence. Alors, le cours se donne en ligne, entièrement en synchrone, le mardi soir pendant 2 heures. J'oblige la caméra ouverte parce que moi, je dois m'assurer de l'intégrité physique et de l'étudiant qui fait des poses, des postures, des asanas, et je veux m'assurer que c'est toujours dans un respect de sécurité. Alors, ce cours-là se donne dans le deuxième cours d'éducation physique sur un programme de 3. Et le deuxième cours, la deuxième compétence, 109, 102 yoga CV, cégep virtuel, l'élément de compétence, c'est que l'étudiant doit démontrer euh, une progression et l'efficacité lors d'une pratique d'une activité physique. Donc, c'est vraiment axé sur la progression et l'amélioration. Je dois m'assurer de l'intégrité académique. Je dois garder des traces visibles de l'apprentissage de l'étudiant avant, pendant et après. Et je dois vous dire que ce cours est beaucoup concerné par des étudiants en parcours atypiques. Beaucoup d'étudiants, c'est leur dernier cours obligatoire et puis ils n'ont qu'un seul cours dans la session et c'est celui-là. Et je dois vous dire aussi que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont à l'extérieur de la province. J'en ai même à l'extérieur du pays. J'ai des athlètes. Alors, des étudiants athlètes qui sont au hockey, pour les Mousets de Halifax, par exemple. J'en ai qui sont des champions canadiens de ski alpin. Et mardi, hier, justement, l'étudiant il était en train de faire une compétition de ski en Norvège. Alors, décalage horaire de 7 heures, il était pour lui 2 heures du matin, l'étudiant était là. OK? Et j'en ai d'autres qui jouent pour les sénateurs d'Ottawa. J'ai des gens, c'est des personnes qui sont des adultes, des personnes qui ont des enfants. Les enfants se promènent pendant le cours. Alors, c'est vraiment un contexte assez particulier. Alors, je vais laisser céder la parole à Frédéric pour présenter les outils numériques. Alors, merci Joanne pour l'introduction. Alors, c'est sûr que j'ai commencé à travailler avec Joanne, il a fallu sur le projet, puis ça fait pas tellement longtemps non plus qu'on est associé au Cégep virtuel, donc on avait des prestations de cours qui se donnaient à distance. Il a fallu se poser la question quel environnement numérique nous allions utiliser pour justement assurer ce cours-là. Donc, comme vous connaissez probablement déjà, nous avions Teams et nous avions également Moodle. On a réfléchi un peu le pour et contre de ces deux environnements numériques-là pour finalement aller vers l'environnement Teams. Les raisons
principal, je vous dirais, c'est que les outils de communication sont vraiment efficaces. Donc, on a la visioconférence pour le cours en direct. Donc, ça nous permet de faire une prestation de cours en synchrone, je voulais dire asynchrone, mais en synchrone. On a l'outil de clavardage qui nous permet justement d'avoir des communications asynchrones. Et il y a aussi les breakout rooms qu'on peut utiliser pour justement, tantôt quand on va parler d'évaluation, on va parler que les étudiants font de la coévaluation. Bon, donc, les breakout rooms, c'est un endroit où est-ce que c'est un petit groupe d'étudiants qui vont se rencontrer, puis que Joanne va faire le tour avec eux autres pour justement là, valider un peu qu'est-ce qu'ils font comme routine de yoga. Ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant dans l'outil Teams, c'est vraiment le module devoir qui permet d'assigner les travaux puis d'assurer un suivi des travaux de manière très efficace. Donc, ça, c'est un des outils, puis je vais en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Ensuite, on a travaillé également avec le module travail de classe là, qui nous permet justement d'organiser le contenu. Donc, ça, c'est un élément qui est également très facilitant là, pour l'enseignant puis pour les étudiants qui puissent se repérer quand même facilement là, dans leurs travaux. Pourquoi aussi qu'on a utilisé Teams, c'est qu'il y a une intégration qui est fluide avec les outils Office 365. Donc, quand on parle de Word, PowerPoint, etc., donc c'est un environnement là, qui rend ça quand même facile. Puis l'autre chose qui est vraiment intéressant, c'est que l'interface est vraiment intuitive. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec Moodle. Moodle permet peut-être plus de choses, mais l'interface est un petit peu plus difficile. Donc, la courbe d'apprentissage pour un enseignant, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on trouvait que Teams, là, dans le contexte qu'on avait, c'était vraiment le meilleur outil. Je vous ai dit qu'on allait parler du module devoir. Donc, le module devoir, c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on est capable de centraliser les tâches. Puis là, je vais peut-être faire un petit zoom sur d'autres trucs ici. Donc, on est capable de vraiment de centraliser les tâches de l'étudiant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour l'enseignant, il peut créer ses devoirs directement dans l'interface. Il va être capable de distribuer les travaux, mais surtout, il va être capable de corriger les travaux des étudiants assez facilement. On le voit ici en haut, là, on est capable de naviguer à l'intérieur pour les corriger chacun des étudiants sans nécessairement avoir besoin de sortir de l'interface Teams. On est capable de consulter les travaux qu'on voit ici que les étudiants nous ont remis. On est capable de faire de la rétroaction quand même assez facilement. Donc, c'est vraiment un outil qui est facilitant justement là, pour centraliser les tâches que l'étudiant aura à faire là, tout au long de la session. On peut voir ici, c'est une prise de vue, c'est une impression d'écran de ce que l'étudiant, lui, va voir. Donc, vraiment, on a le titre du devoir ou du travail qu'il a à faire. Il y a une description qui est associée là, au devoir. Et on peut voir dans le cas, là, puis là, on va revenir tantôt avec les outils d'évaluation. Là, je vous parle vraiment plus des outils numériques qu'on utilise, mais on voit ici les commentaires que l'enseignante a ajoutés pour le travail. Donc, ça, c'est vraiment la vue que l'étudiant va voir de son côté lorsqu'il recevra le travail dans ce module-là. Pour chacune des activités, ce qui est vraiment intéressant de faire également, c'est d'avoir des tutoriels. OK? Donc, oui, on travaille, c'est un cours qui est en synchrone, qui est en présence, mais en synchrone, à distance. Mais souvent, pour les travaux, c'est important. L'enseignante n'est pas toujours là pour répondre aux questions des étudiants. Donc, on a déposé des documents de référence pour chacun des travaux que l'étudiant a à faire, des tutoriels vidéo et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre un peu dans l'interface qu'on voit là, c'est que quand on voit les documents de référence, c'est vraiment des documents où est-ce que les étudiants sont en lecture seule, donc ils ne peuvent pas modifier les documents qui sont là. Donc, c'est vraiment des documents là, que l'étudiant va utiliser pour faire le travail. Puis quand on va ici dans le bas, dans Mon travail, donc ça, c'est vraiment des documents qui, à ce moment-là, peuvent être en modification. C'est à cet endroit-là que l'étudiant va compléter directement son travail ou qu'il peut déposer là, différents, comme on voit dans ce cas-ci, là, il y a un dépôt de vidéos là, en lien avec le travail là-dessus. Ce qu'on trouvait intéressant également avec Teams, c'est que c'est plus facile, puis même je dirais avec le numérique, je trouve que c'est encore là, c'est plus facile de faire différents types de rétroaction. Puis là, ben, c'est pour ça qu'on voit ici, ce que vous voyez à l'écran, on a la rétroaction vraiment écrite.
qui est directement associé au devoir que l'enseignant peut donner à l'étudiant, puis que l'étudiant va pouvoir aussi lire et consulter. Il y a toujours la possibilité d'ajouter aussi des grilles à échelle descriptive, des grilles qui sont déjà intégrées dans le module devoir, que l'enseignant a seulement qu'à cocher vraiment les compétences, la compétence ou le développement de compétences que l'étudiant a atteint. Puis on va le voir aussi plus en détail tout à l'heure. Et il y a aussi tout ce qui est la rétroaction là, audio ou vidéo. Donc, la rétroaction que l'enseignant peut faire pour justement commenter le travail de l'étudiant. Puis c'est un peu le défi qu'on avait avec l'enseignement à distance, c'est qu'il faut garder des traces visibles. Hein? Joanne en a parlé tout à l'heure. Donc, la vidéo, on va voir, c'est quand même un outil qu'on a utilisé quand même à profusion. Juste avant, oui, Frédéric, j'aimerais qu'on revienne, là, même si c'est écrit, c'est très important que je donne toujours de la rétroaction globale à tout le monde en synchrone lors de mon cours, mais je fais beaucoup de rétroaction individuelle en asynchrone par Teams, dans le devoir, par écrit ou audio, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais je fais beaucoup aussi de rétroaction dans les salles. Quand je les envoie en breakout rooms, travailler ensemble, là, et puis là, les étudiants me posent des questions. Alors, les rétroactions sont vraiment très individualisées, s'adapter à tout le groupe, justement. Merci, excuse-moi. Merci, Mme. Il n'y a pas de problème. Merci, Mme Joanne. Alors, suivi des travaux. Alors, une des choses qu'on trouve vraiment intéressant aussi, c'est que c'est facile de voir, de suivre les travaux qu'on dépose à nos étudiants. Donc, on a vraiment le statut. On peut le voir ici, le statut. Est-ce que l'étudiant a consulté le travail? Est-ce qu'il l'a remis? Est-ce qu'il est en retard? Donc, c'est vraiment facile pour l'enseignante là, de faire le suivi des travaux. Donc, ça, on trouvait que c'était quand même un avantage avec Teams là-dessus. L'autre chose qui est vraiment intéressant, on parlait tantôt de l'intégration des outils de la suite Office. Donc, quand on crée un devoir à l'intérieur de Teams, donc, comme je disais tout à l'heure, le document de référence est en lecture seule, mais tous les documents de travail peuvent être en modification. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on dépose un travail à l'étudiant, il est capable de travailler directement dans le travail sans nécessairement avoir à le télécharger. Il peut le télécharger. Nous, on ne le recommande pas chez nous. On veut que l'étudiant travaille directement, soit dans Teams, donc il va y avoir une fenêtre Word qui va ouvrir dans Teams, soit dans la Word, l'application complète, ou soit dans l'application en ligne. Puis l'autre avantage qu'on voit à faire ça comme ça, c'est qu'après ça, ben, quand un document Word, par exemple, est déposé, on a accès à l'historique des versions que l'étudiant a fait. Donc, on est capable de voir le suivi des modifications du travail. Donc, ça, on trouvait ça vraiment intéressant. Donc, c'est un plus qu'on avait pour Team là-dessus. L'autre chose qui était vraiment intéressant, c'est la flexibilité puis l'accessibilité. Donc, Teams, c'est un outil qui est multiplateforme. OK, on peut travailler autant avec un appareil, un ordinateur portable, une tablette qu'un téléphone. Donc, on trouvait que c'était là-dessus, ça simplifiait beaucoup la chose. Je sais que ça se fait avec Moodle, mais quand on veut travailler avec des outils mobiles, ça demande des licences particulières, il faut payer. Donc, ce qu'on n'a pas nécessairement là, avec la licence de Microsoft Teams. L'autre outil qu'on a utilisé beaucoup, on a parlé de vidéo, hein, on parle de rétroaction vidéo. On a utilisé beaucoup Clipchamp. OK, donc Clipchamp qui est un outil qui est dans la suite de Microsoft Office. Donc, pourquoi on a choisi cet outil-là? Il y en a plein. C'est qu'il est déjà inclus dans les outils que les étudiants ont à leur disposition. Donc, c'est un outil qui est simple. Ça rappelle beaucoup les outils Mac. OK, pour avoir moi été longtemps, puis je suis encore avec l'environnement Mac. Je trouve que c'est un outil quand même qui est simple pour faire de la création vidéo. Il y a un petit outil de montage qui nous permet de couper des séquences, d'ajouter des trucs. C'est vraiment intéressant à faire et simple d'utilisation. Mais moi, vraiment la plus-value que je trouve de cet outil-là, c'est vraiment l'exportation de la vidéo directement dans OneDrive. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête, même pour un étudiant, un coup qui a créé sa vidéo, il va s'être filmé, il va pouvoir l'exporter directement dans son OneDrive. Puis quand il veut le partager à son enseignante, ben, il a juste à aller dans son OneDrive, aller chercher le lien vidéo que ça a généré et de le partager à l'enseignante. Donc, ça, c'est vraiment, là, je vous dirais, le coup de cœur que j'aime de Clipchamp.
Puis l'autre affaire qui est intéressante, ben oui, il va produire un fichier MP4 là, qu'on peut partager, mais il garde toujours le fichier de travail. Donc, le fichier de travail, c'est vraiment le fichier dans lequel on peut faire justement encore du montage. Donc, il garde toujours une copie des deux. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, comme je disais, ça aide le partage du document à l'enseignant. Ce qui est le fun aussi, ben, oui, tu as l'application Clipchamp, OK, mais tu as aussi une version qui se travaille dans le navigateur, qui est un petit peu moins complète, mais qui fait quand même très bien le travail. Donc, ça, c'est intéressant. Et c'est un outil aussi qui est multiplateforme, donc on peut autant filmer avec une tablette, un téléphone qu'un ordinateur. Puis juste pour vous montrer un petit peu l'interface, ce que vous voyez ici, je vais le zoomer un peu. Zoomer. OK, on a ici à droite, là, à gauche, vraiment les outils de montage qui sont là, qui sont vraiment simples avec des outils vraiment de base. Là-dessus, on a vraiment notre table de montage traditionnelle. Si vous avez déjà fait du montage vidéo, c'est là qu'on vient ajouter du son, couper couper des sections, ajouter du texte et ainsi de suite. Ici, on a vraiment le rendu de ce que ça donne comme outil vidéo, comme création vidéo plutôt. Et on a les outils complémentaires qui sont ici, qui nous permettent justement d'ajouter certaines fonctionnalités à notre vidéo. Puis une fois que c'est fait, bien, on va cliquer ici sur exporter. C'est là comme je dis, la magie s'opère, c'est qu'on est capable vraiment là, d'exporter le vidéo dans un format là, quand même MP4 qui est super facile à partager aux gens par la suite. Donc, c'est vraiment les outils qu'on a utilisés. Puis, Joanne va vous en parler de d'autres qu'elle utilise dans son travail, là, mais c'est les deux principaux outils qui sont utilisés là, à travers notre expérimentation. Alors, c'est à toi, Joanne, pour la suite. Oui, merci. Alors, nous allons parler un peu plus des outils d'évaluation retenus parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évaluation à distance, justement. Il faut savoir que pour moi, évaluer, que je sois en présence ou à distance, c'est un processus. Donc, il suffit de recueillir, collecter le plus d'informations possible sur l'apprentissage. Moi, je m'inscris dans la fonction de régulation des apprentissages et dans une démarche herméneutique. Écoutez, je fais un lien avec mon doctorat. Mon doctorat porte là-dessus, justement, sur l'évaluation des apprentissages en éducation physique au collégial, dans une approche de développement de compétences, mais dans une optique de changement de comportement vers des comportements sains pour la santé, dont la pratique de l'activité physique, entre autres. Et on peut revenir, s'il te plaît? Oui. Alors, finalement, pour moi, c'est très important, selon Julie-Lyne Leroux, qui a été justement mon enseignante à la maîtrise. Donc, on veut vraiment collecter le plus d'informations possible, laisser des traces. Et puis, on veut aider l'étudiant à justement interpréter les commentaires qu'on lui fait. Et puis, lui, les auto-évaluations qu'il va faire, là, ça va lui permettre d'améliorer son niveau d'apprentissage. Et on l'a vu que mon ensemble 2, le cours que je donne, l'étudiant doit démontrer l'efficacité, OK, et une progression dans le cours. Si on va à la diapositive suivante, qu'est-ce que j'évalue? J'évalue la compétence 2. Hein? Le cours de yoga CV, c'est la compétence 2. J'évalue des savoirs agir complexes et c'est très important que je connaisse les devis ministériels, dont le devis ministériel en éducation physique associé à l'ensemble 2. J'évalue des connaissances déclaratives, procédurales, conditionnelles. J'évalue un niveau de complexité quand même très élevé. Alors moi, ce qui est important, là, c'est de vérifier mon alignement pédagogique dès le départ. Si j'utilise des objectifs d'apprentissage avec un haut niveau taxonomique, je vais devoir planifier mes apprentissages et évaluer mes apprentissages avec le même niveau taxonomique. Et je vous ai dit dans l'ensemble 2 que l'étudiant doit démontrer une progression. Donc, à la fin, je l'amène à créer sa propre création à partir de tests et à partir de besoins qu'il a et à partir de tous les apprentissages qu'il a fait. Et moi, ce qui est important dans mon alignement pédagogique, c'est que je fais une évaluation à rebours et à la toute fin,
quand j'ai terminé d'évaluer, je reviens m'assurer si j'ai bien choisi les bons objectifs d'apprentissage et si l'étudiant a bien appris ce que je voulais. Donc, ça va être important de choisir les modalités d'évaluation en cohérence avec les objectifs d'apprentissage en ligne. Donc, moi, j'ai recours aux fonctions d'évaluation dans une optique de régulation des apprentissages. Avant le premier cours, je m'assure de réactiver, c'est-à-dire au premier cours, je m'assure de réactiver les connaissances antérieures. Donc, je fais faire un petit caout, hein. Frédéric, on a possibilité de caout, WooClap, et moi, je fais faire des forms, des questionnaires, de manière à ce que ce soit quand même ludique. Et puis, bon, je leur demande, par exemple, dès le premier cours, voudriez-vous relever l'obstacle le plus important dans chacune des habitudes de vie? Fait que déjà là, moi, dès le premier cours, là, il est en mode auto-évaluation et questionnement. Et moi, j'en ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, mais le cours de yoga, ce sont des apprentissages actifs. Il n'y a jamais personne qui s'en vient et puis qui reçoit un enseignement magistral et puis que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est de me remettre des travaux. Non, il est en apprentissage actif. Je fais de l'évaluation formative pendant les apprentissages. Je donne de la rétroaction. Cela a pour but d'identifier les difficultés d'apprentissage pour permettre à l'étudiant d'agir au mieux. Hein. Et puis, il faut vraiment permettre à l'étudiant de faire de l'auto-évaluation et de l'apprendre à auto-réguler ses apprentissages. Mais je ne fais pas d'évaluation sommative, je fais de l'évaluation certificative. Donc, au terme de la session ou au terme d'une séquence, peu importe, il faut certifier le degré de maîtrise des compétences. Et donc, ici, on vérifie l'atteinte d'une compétence en particulier, qui est la compétence 2. J'ai recours aux 3 P pour obtenir des traces des apprentissages, des preuves. Alors, naturellement, processus, propos, produit. Le processus, c'est justement la mise en action de son plan d'action. D'accord? Donc, dans son processus, l'étudiant, on pourrait peser peut-être Frédéric, alors c'est la mise en action, son plan d'action. Et puis, l'étudiant s'auto-évalue, l'étudiant fait des tests, il se fait des objectifs SMART et il consigne tout ça dans un portfolio numérique que nous avons créé. Pourquoi? C'est pour donner un sens à ses apprentissages. Donc, le propos qu'il fait, la métacognition et tous les retours réflexifs vont justifier le processus et le produit. Et le produit, naturellement, et va être la création d'une salutation personnelle. Et l'étudiant va devoir analyser, va devoir auto-évaluer. Il fait de l'évaluation par les pairs et la co-évaluation. Donc, nous sommes vraiment dans une optique de régulation des apprentissages. Donc, je résume. Ce qui est important, selon Scalon, c'est d'assurer la progression des individus et c'est le propre de l'ensemble 2, le cours Yoga CV que je donne. Toutes les formules qu'on utilise doivent mettre en lumière les forces et les défis de chaque étudiant parce qu'il n'y a pas un étudiant qui fonctionne au même rythme. Et quand j'enseigne une nouvelle session secours, en fin de compte, ça fait simplement la 3e session que je le donne, il n'y a pas un groupe qui fonctionne au même rythme. Donc, moi, c'est très important de m'adapter. Et naturellement, je dois transformer les modalités d'évaluation pour l'enseignement en ligne. J'ai les mêmes contenus, j'ai les mêmes savoirs, j'ai les mêmes devis ministériels, mais j'ai quelques modalités et quelques ajustements à faire pour ce cours-là. Ce qui est important ici de savoir, c'est que chaque devoir, chaque travail que l'étudiant doit faire, chaque réflexion que l'étudiant doit faire dans son portfolio est associé à comment je pourrais dire, donc, à une vidéo que je fais. Okay? L'étudiant n'est jamais seul. Même si je suis dans le cours, comme hier, je vais donner des films de moi, Salutations au soleil, échauffement. Il y a des fois, je fais des choses en direct, mais l'étudiant a toujours une vidéo associée à ce qu'il a à faire et la vidéo, je la place comme ressource disponible. Bonjour.
Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons voir les principes fondamentaux à respecter lors de la pratique du yoga. Et ces principes fondamentaux-là vont vous être expliqués afin de les mettre en pratique à tout moment, que vous soyez debout, que vous soyez à quatre pattes au sol, que vous soyez couché sur le dos, couché sur le ventre ou que vous soyez en position assise. Tout d'abord, le principe fondamental numéro 1 est le contrôle du souffle. Donc, en tout temps, nous devons nous concentrer. Tout simplement, le but est vous dire que tout a été fonctionné, tout était fait en fonction que l'étudiant entend ce que je dis, mais voit ce que je dis aussi. OK? Et puis, il fait des références. Puis quand je fais, mettons, ma salutation au soleil, c'est marqué, par exemple, Tadasana, page 59, Balasana, page 42. Alors, l'étudiant est capable de faire des références. Alors, vous voyez ici, ça, c'est un premier devoir. L'étudiant doit auto-évaluer. C'est jamais moi qui donne. C'est jamais moi du ah, non, toi, tu vaux un débutant. Toi, non. Lui, l'étudiant, pour moi, c'est une habileté intellectuelle de haut niveau d'être capable de s'auto-évaluer. Donc, moi, je l'amène dès le départ. Et puis, il n'y a jamais d'erreur. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais de... C'est toujours correct. Lui, se situe là et lui, ce qu'il veut, c'est progresser. Il y a aussi des grilles d'évaluation, hein, c'est très important, hein, parce que quand on fait de la régulation des apprentissages, les grilles critériées à échelle descriptive sont très importantes. Donc, j'en ai par écrit. Et l'étudiant, dans ce devoir-là, par exemple, ça a été expliqué en tuto, mais dans le module devoir, ce qui est très intéressant, il y a possibilité d'ajouter des barèmes. Alors, moi, j'ai créé un barème pour évaluer l'objectif SMART, un objectif SMART, hein, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. C'est très important dans une démarche d'amélioration d'une activité, de se connaître, de s'auto-évaluer, de se fixer des objectifs que l'on veut justement atteindre dans un temps imparti. Alors, naturellement, il y a plus... vous savez, il y a quand même au moins 3 échelles descriptives. Il y a toujours l'élément observable et puis au moins, on a coupé un petit peu là. Puis c'était pour vous montrer qu'il y a toujours une explication, si on peut dire. Ensuite de ça, ici, l'étudiant doit auto-évaluer la salutation au soleil. C'est moi qui l'a fait, la salutation. L'étudiant est évalué sur l'interprétation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant, comme compétence numérique, doit être capable de me remettre un lien vidéo. Lui, c'est filmé à la maison, parce que moi, je ne le vois pas pendant le cours. On ne peut pas se filmer pendant mon cours. Donc, ce qui est intéressant ici, et j'ai un tuto qui explique le devoir 1 aussi et comment faire. Donc, si on tasse un petit peu Frédéric, l'étudiant ici, on a 3 pages et l'étudiant analyse sa propre prestation et il dit, par exemple, bon, ben écoutez, ma nuque manque de détente, je devrais corriger ça, au niveau sécuritaire, j'ai pas le bon alignement. Alors, il est vraiment capable de faire toujours une référence avec de la vidéo, avec des images et tout ce qu'on fait pendant le cours. L'étudiant, à la fin, doit être capable de créer sa propre routine. Alors, on pourrait peut-être la faire avancer un petit peu. Excuse-moi juste dire, Joanne, peut-être de prendre quelques minutes pour... parce que dans le fond, on approche les 30 minutes de présentation. Fait que si on veut se garder du temps là, pour... OK. Alors, c'est beau. Alors là, lui, là, il vient de créer sa propre... Merci beaucoup. Là, lui, il vient de créer sa propre routine. Je lui ai fait encore une espèce de petite table, voyons comme je pourrais dire, un PDF. Et là, l'étudiant, lui, il vient indiquer et il s'évalue encore à partir de sa propre routine. On va aller quand même assez rondement, ça l'achève. J'ai toujours des grilles d'évaluation associées à cet élément-là aussi. Et ça, c'est toujours à la disponibilité dès la remise du devoir. L'étudiant y a toujours accès. Si on y va très rapidement. Ça serait peut-être intéressant, Joanne. Ça serait intéressant. La rétroaction vidéo.
prestation de ta salutation. C'est moi qui ai la Alors, on grippe. commence par une montagne. Tu cherches un peu ton équilibre. Le 4 debout. Oui. Bon. Parfait. Très solide. Hein, ça ressemble un peu à un squat sur une jambe. Alors, moi, ce qui est important de savoir, c'est que Alors, lui, je reprends sa vidéo et avec l'outil ClipChamp, j'ai été capable de l'analyser, d'amener de la rétroaction vidéo. Si on va l'autre suivante. Donc, on résume, hein, vous avez vu hein, tous les outils que j'utilise dans le cadre de l'évaluation. Alors, c'est vraiment très important. Et quand je m'en vais dans les breakout rooms, j'amène les étudiants à s'auto-évaluer ensemble, donc faire de l'évaluation par les pairs. Il y a toujours de la co-évaluation avec moi et l'étudiant. Et il y a toujours une évaluation en situation authentique. On l'a vu, l'étudiant écrit lui-même sa propre salutation. Donc, et puis il y a le portfolio numérique. Ensuite de ça, on achève. Ouais, on voulait juste terminer, puis on va laisser du temps après ça pour la discussion. C'est sûr que les erreurs, les limites ou les obstacles à la formation à distance, donc les pannes informatiques, on n'est jamais à l'abri d'une panne informatique. Donc, ça, c'est bien important là, d'avoir des plans A, B, C, D au cas où on soit là, pris avec un problème informatique. Ce qu'on s'est aperçu aussi que le niveau de littératie numérique des étudiants est très, très, très variable. Donc, il ne faut pas penser que les étudiants savent faire les choses. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment là, modéliser, montrer aux étudiants comment le faire. Donc, pas présupposer qu'ils savent le faire. Ensuite, ce qu'on s'est aperçu également, c'est que les étudiants, ils ont une grande différence entre les équipements informatiques utilisés. Donc, il y en a qui vont des ordinateurs haut de gamme, mais il y en a qui vont vont faire un cours sur un téléphone cellulaire. Donc, on sait que c'est pas recommandé. On essaie de travailler avec eux là-dessus, mais il y en a que c'est vraiment ça. Donc, il faut s'organiser pour être que les outils qu'on présente soient quand même là, lisibles ou utilisables là, sur un appareil mobile. Puis, Joanne, avec le fuseau horaire, tu l'as vécu un peu. Donc, les fuseaux horaires, donc de travailler avec des étudiants qui sont dans des fuseaux horaires différents, donc des fois, ça amène une certaine complexité aussi. Mais souvent, ce n'est pas les étudiants qui sont à l'extérieur qui manquent le plus. Souvent, c'est ceux-là qui sont les plus organisés là-dessus, mais reste que c'est quand même une contrainte qu'on a par rapport à ça. Alors, on va terminer avec la dernière diapositive. Écoutez, j'y vais très, très rapidement. Là. Il faut varier énormément l'enseignement quand on est à distance. Il faut être cohérent avec les objectifs, avec les devis ministériels. Mais moi, je vous dirais, en fait, un cours qui est mal conçu en présence, il va l'être à distance aussi. Donc, moi, je fais comme si j'évaluais, puis j'avais un cours en présence, parce que pour moi, ils sont en présence, ils sont là, alors je donne la même qualité d'enseignement. Et je terminerai en disant que si l'enseignant en FAD n'est pas nécessairement un expert technologique comme moi, un conseiller technopédagogique expert de l'apprentissage et de la scénarisation pédagogique comme Frédéric est nécessaire parce que nous avons démontré l'importance de la complémentarité de nos deux expertises et c'est l'étudiant qui en profite. Alors, je vous remercie beaucoup. Excusez-moi d'avoir débordé, mais c'est tellement... Et c'était prévisible. Avec moi. Merci beaucoup.